C'est l'un des endroits les plus impitoyables de la planète. À chaque instant, des milliers de créatures luttent entre la vie et la mort dans cette jungle dense et étouffante. Au Congo, la survie ne connaît pas de trêve. Les prédateurs, cachés dans l'enchevêtrement des feuilles et des ombres, traquent patiemment, tendent des embuscades sans prévenir et déchirent sans pitié, maculant de sang les cours d'eau troubles et les sols gorgés d'eau. Le paysage n'est pas une simple scène. Ici, la chaleur, l'humidité et les fourrés exercent une domination absolue sur toutes les créatures qui osent s'y aventurer. Il ne s'agit pas seulement de supporter les pluies incessantes ou d'éviter les bêtes sauvages, mais de comprendre que cette terre impose ses propres règles. Ce qui pour certains est un enfer vert et inaccessible, est pour d'autres une arène vivante où chaque espèce a affiné sa ruse, sa résistance et son instinct. Les branches et les lianes cachent les proies, révèlent les empreintes et écrivent dans la boue des histoires de survie. Les jours sont courts sous les fourrés, les nuits dans l'obscurité totale, et dans cet équilibre précaire, la vie persiste. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Chaque créature connaît son rôle, chaque mouvement a un coût et chaque décision peut faire la différence entre continuer ou disparaître. Les affrontements brutaux entre chasseurs et proies ne cessent jamais et la violence inhérente à cette jungle se manifeste dans chaque rencontre où la force, la ruse et la cruauté dictent le destin. Bienvenue au Congo, un endroit où chaque aube est une sentence et chaque créature un survivant. La brume se dissipe rapidement et le chant des oiseaux marque le début de la journée. Le sol humide révèle les traces fraîches des animaux qui ont traversé pendant la nuit. La lumière gagne en intensité et les bruits de la jungle augmentent, signe que tout bouge à nouveau. Une troupe de lions commence lentement à se réveiller. L'air conserve encore un peu de la fraîcheur de la nuit, mais le soleil gagne déjà du terrain et oblige les animaux à se mettre à l'ombre. Les lionnes adultes les rejoignent l'une après l'autre, se débarrassant de la poussière accumulée pendant la nuit. Certaines s'approchent des lionceaux pour les renifler et les garder groupés. D'autres observent leur environnement d'un bref regard, avant de se réinstaller sur le sol sec. Les mâles se tiennent à l'écart, peu pressés de bouger, attentifs aux mouvements de leur groupe et à toute silhouette étrangère qui pourrait traverser la plaine. Il n'y a aucune intention de chasser. La troupe a parcouru son territoire tôt le matin et, comme c'est souvent le cas dans ces régions, la majeure partie de la journée sera consacrée au repos. Certaines lionnes se déplacent d'ombre en ombre, cherchant à éviter les premiers rayons, tandis que les plus jeunes jouent à bonne distance, sous la surveillance constante des femelles plus âgées. La vigilance n'est pas totalement relâchée. Bien qu'aucun danger immédiat ne soit perçu, le comportement de certains oiseaux dans les buissons proches et le léger mouvement dans l'herbe sèche suffisent à maintenir l'attention partagée entre le repos et la surveillance de l'environnement. L'un des mâles se redresse et lève la tête, reniflant le vent qui vient du nord. Il n'est pas à la recherche d'une proie, mais d'une information. Dans ces contrées, l'air est porteur de signaux invisibles, traces de charognes, passage d'autres prédateurs, annonce lointaine d'un orage. Les lions se fient à leur odorat pour anticiper les changements, et ce geste bref mais significatif marque le début d'une alerte. La faim reste latente. Un lion adulte peut dévorer jusqu'à 7 kilos de viande en une seule journée et, bien que le repos domine la matinée, l'instinct ne se dissipe jamais complètement. Les lions s'engagent avec détermination et avancent en groupe vers une zone de maquis bas, où le terrain ondule et où les herbivores isolés sont fréquents. Le mouvement est ordonné, sans bruit inutile, avec les lionnes en tête et les mâles qui serrent les rangs au loin. Ils aperçoivent une antilope adulte qui se nourrit distraitement, la tête baissée, sans prêter attention à ce qui l'entoure. Une erreur qui leur coûtera cher. Le troupeau reconnaît instantanément l'opportunité. Il sait que ses cornes peuvent briser des côtes ou transpercer le ventre d'un attaquant, et que le fait de les affronter en groupe réduit ce risque au minimum, multipliant ainsi les chances de réussite. La stratégie est immédiate. Plusieurs lionnes commencent à l'entourer, réduisant la distance, tandis que d'autres s'accroupissent dans la direction opposée pour bloquer sa retraite. Lorsque l'antilope lève la tête, il est trop tard. Elle court, et derrière elle, c'est la course-poursuite.
les lions se relaient pour la rattraper, enfonçant leurs griffes dans le dos de l'animal pour tenter de le ralentir. L'antilope donne un violent coup de pied dans le vide, mais les félins maintiennent la pression. Alors que la vitesse semble pouvoir la sauver, plusieurs d'entre eux se précipitent en même temps. Les cris commencent. L'antilope résiste avec une fureur instinctive, mais les lions se chargent de lui coincer les pattes arrière et de lui tenir le cou. Il n'y a pas d'issue. Chaque tentative de libération est contenue avant qu'elle ne puisse causer des dommages, et les prédateurs, sans aucune compassion, ne cherchent qu'à terminer l'assaut avant qu'une proie proche ne détecte la scène et n'alerte les autres. Une fois terrassés, les lionnes adultes se jettent sur les parties les plus molles et les plus nutritives, le ventre, les organes et les muscles du cou. Elles sont les premières à se nourrir, dévorant la viande avec une précision brutale. Les mâles, s'ils sont présents, s'affirment généralement après les premières minutes, déplaçant les femelles pour s'approprier les parties volumineuses et riches en graisse. Les petits restent à l'écart et ne s'approchent que lorsque les adultes ont satisfait leur première envie. L'opération dure rarement plus de 20 ou 30 minutes avant que les restes n'attirent les charognards. Le troupeau se retire alors sans se retourner, laissant les vautours, les hyènes et les chacals se partager les restes. Tandis que les plus jeunes démontrent leur voracité et leur domination dans la chasse, dans une autre partie de la savane, un lion âgé avance à un rythme irrégulier. Ses anciennes cicatrices tracent une carte des batailles perdues et gagnées, des rencontres qui ont laissé des traces. Sa crinière, désordonnée et terne, conserve des traces de terre. Personne ne le suit, personne ne le craint. Il ne porte que le poids de son propre corps et des jours qui lui restent à vivre. La brise caresse son museau tandis qu'il suit une route sans destination précise, ignorant l'éloignement du troupeau et la rareté de l'ombre. Il peut survivre à plus d'une embuscade, défendre d'autres petits et s'approprier un territoire. Mais cette fois, il n'y a pas d'adversaire visible. La seule bataille qu'il reste à mener est celle contre le temps. Elle est interrompue. Plusieurs hyènes surgissent du sous-bois. Leurs yeux sont fixes, leurs mouvements lents mais pleins d'intention. La distance se réduit. C'est un grand groupe de hyènes. Leurs cris et leurs hurlements éclatent pour affaiblir d'emblée leur ennemi. Mais le lion ne bronche pas. Même désavantagé et conscient du danger de mort, il reste ferme, le regard fixe, comme un guerrier qui ne craint pas l'issue du combat. Ce félin mortel est prêt à se battre jusqu'à la dernière seconde de sa vie. L'une des hyènes lance la première attaque et recule. Les autres imitent la manœuvre, morsures rapides et retraites immédiates. Le lion répond par de violents rugissements à chaque assaut, ne manquant pas une occasion de maîtriser ses assaillants. Mais le poids des années commence à se faire sentir. Son corps, endurci par des dizaines de combats, ne répond plus avec la rapidité d'antan. Ses coups de patte deviennent moins précis et sa respiration plus lourde. Chaque fois qu'une hyène s'approche et s'échappe, il s'expose un peu plus. Le sang jaillit de nouvelles blessures, mais le lion ne recule pas. Le siège s'éternise. Les hyènes, patientes, comprennent qu'elles n'ont pas besoin de se presser. Elles n'ont qu'à l'épuiser. Le vieux guerrier tente une dernière charge, mais ses pattes lâchent. Il tombe sur le côté et la poussière soulève un nuage dense qui se dissipe rapidement. À cet instant, les hyènes bondissent. Plus de rugissements. Juste une savane silencieuse alors que le cycle s'achève. Le vieux lion est mort. Et avec lui, c'est un autre chapitre de l'histoire de cette terre qui s'achève. À quelques kilomètres de l'endroit où le vieux lion est tombé, une autre silhouette se déplace dans la végétation dense du Congo. Bien qu'ils appartiennent tous deux à la famille des grands félins, leurs habitudes ne pourraient être plus différentes. Contrairement au lion, le tigre est un chasseur solitaire, sans fierté pour le soutenir et sans compagnon pour partager son territoire. Chaque repas, chaque traque et chaque affrontement est sa propre affaire. C'est un animal qui préfère rester caché, se déplaçant à pas compter, se fondant dans son environnement. Il se distingue également du lion par la manière dont il gère ses déplacements et la surveillance de son territoire. Alors que les lions rugissent en groupe pour se faire connaître, le tigre évite les manifestations bruyantes. Il laisse des traces subtiles, des griffures sur les troncs et de l'urine aux endroits stratégiques. C'est ainsi qu'il délimite son domaine, sans révéler sa position exacte, conservant son avantage dans l'art de l'invisibilité.
Mais ses subtilités disparaissent lorsqu'il aperçoit un buffle distrait, le dos tourné, inconscient de la menace qui s'approche. Son instinct, sauvage et meurtrier, ne tarde pas à exploser en lui. Il mesure la distance, le corps comprimé contre la terre, et le sous-bois recouvre entièrement sa silhouette. Lorsque la distance est bonne, il attaque par petites bouchées, cherchant à l'affaiblir sans risquer une contre-attaque immédiate. Contrairement à d'autres prédateurs, il évite d'abord le coup, préférant déstabiliser sa proie avant de lui porter le coup de grâce. Ce qui fait du tigre un chasseur mortel, c'est sa maîtrise absolue de la traque. Il se déplace sans être vu, ses muscles travaillent en silence et ses pas sont mesurés au millimètre près. Les motifs de sa fourrure, loin d'être un simple ornement, jouent un rôle crucial. Les lignes verticales noires et oranges se fondent dans le sous-bois et les jeux de lumière à travers la jungle, faisant apparaître sa silhouette verdâtre aux yeux de sa proie, imitant ainsi le feuillage. Ce camouflage naturel lui permet de s'approcher à quelques mètres sans être détecté, condamnant tout animal non averti à son sort. Mais dans cet environnement étouffant, les prédateurs et les proies ne sont pas les seuls à se croiser. Les mouches, attirées par les restes de chair et de sang frais, envahissent le terrain de chasse en quelques minutes. Elles sont plus qu'une nuisance. Pour les chats blessés, elles représentent un risque réel. Elles peuvent déposer des larves dans les plaies ouvertes, provoquant des infections impossibles à traiter dans la brousse congolaise. Parmi elles, la mouche tsetse se distingue comme l'une des plus meurtrières. À peine perceptible à l'œil nu, il se déplace de façon erratique mais précise, guidé par la chaleur et le mouvement. Avec ses pièces buccales perçantes, elle se pose sur la peau d'une antilope épuisée qui remarque à peine le premier contact. La morsure est brève, presque imperceptible, mais son effet peut être mortel. La trypanosomiase, connue sous le nom de maladie du sommeil, se propage ainsi, silencieusement, invisiblement, mortellement. Les premiers symptômes modifient le comportement de la victime. La proie piquée commence à s'isoler, réduit ses mouvements et ses réflexes deviennent maladroits. En gros plan, on remarque des pupilles dilatées et des clignements d'yeux erratiques. Un animal ainsi affaibli devient une cible facile pour tout prédateur rôdant dans les parages. La mouche tsetse, plus qu'un simple insecte, est un acteur silencieux de l'éternel conflit entre la vie et la mort dans la jungle congolaise. Les tigres, conscients du danger que représentent ces petits insectes, se reposent rarement près des restes de leur proie. Une fois rassasiés, ils se retirent sur les hauteurs ou dans des zones de végétation dense, à l'abri de l'odeur nauséabonde et de la nuée d'insectes qui se rassemblent autour des carcasses. C'est ainsi que ces félins parviennent à se tenir à l'écart des charognards opportunistes et de la nuisance persistante des insectes qui, sous ces latitudes, sont implacables. Le soir venu, le tigre commence sa patrouille. Il marche sur des chemins connus, repassant aux endroits où il a laissé ses traces, reniflant chaque arbre, chaque rocher. Il ne cherche pas la compagnie, ni ne monte la garde pour qui que ce soit. Sa vigilance est silencieuse et personnelle. Pendant la nuit, il n'y a pas de relève ni d'équipe. Chaque menace ou intrus doit être détecté et traité par lui-même. Lorsqu'il est temps de se reposer, il cherche à s'abriter dans des endroits isolés, à l'écart des zones de chasse. Il peut choisir une élévation rocheuse, une clairière cachée dans une végétation épaisse ou la base d'un arbre tombé, toujours dans la solitude, sans autre tigre à proximité, car cet animal, contrairement au lion, ne partage son espace et ses nuits avec personne. Dans la même vaste tapisserie de la forêt congolaise, ce n'est pas seulement le tigre furtif qui domine le sol. Au-dessus de la canopée, dans le domaine de l'air, une figure tout aussi imposante et mortelle se déplace avec précision et calme. La présence d'un aigle, oiseau de proie qui marque son territoire d'en haut, ajoute une dimension aérienne à cet écosystème, signalant un nouveau territoire de chasse et de surveillance. Comme le tigre, cet oiseau est solitaire et silencieux, laissant ses propres empreintes invisibles dans la forêt, prêt à traquer d'en haut avec la même patience et la même efficacité que son homologue terrestre. Pendant la journée, il survole des zones définies de la forêt, profitant des courants d'air chaud qui s'élèvent de la végétation pour rester en altitude avec un minimum d'énergie. Les singes, les civettes et les jeunes antilopes font partie de leur régime alimentaire habituel. Lorsqu'il repère une proie, il descend en piqué des hautes branches à plus de 80 km à l'heure et la capture avec ses griffes.
Peu d'espèces peuvent se défendre contre une attaque à une telle vitesse, et la capture se termine presque toujours par l'immobilisation de la proie. Il ne recherche pas la compagnie et n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Dans son monde, chaque proie capturée est une affaire solitaire et silencieuse. Leurs griffes sont si serrées que presque rien ne peut s'échapper lorsqu'ils attrapent leur proie. Ce formidable outil de chasse a évolué pendant plus de 60 millions d'années, depuis les premiers grands rapaces apparus après l'extinction des dinosaures incapables de voler. Leur conception anatomique leur permet non seulement de saisir, mais aussi de percer et d'écraser avec une précision mortelle, ce qui leur permet d'attraper des singes, de petites antilopes et même d'autres oiseaux de taille considérable. Ainsi, ces prédateurs des airs maintiennent leur hégémonie sur les hauteurs, oublieux de l'agitation du sol et attentifs à tout mouvement dans les canopées. Lorsque la surveillance d'en haut est combinée à la vulnérabilité au niveau du sol, la scène est définie par une rencontre inévitable. Au niveau du sol, un écureuil commet l'erreur d'abandonner la protection du sous-bois. Dans cette ère, il doit faire face non seulement aux chasseurs terrestres, mais aussi aux prédateurs qui le guettent d'en haut. L'aigle peut distinguer sa victime à plus de 3 km de distance, observer attentivement ses moindres mouvements et attendre le bon moment pour frapper. Sans crier gare, l'aigle descend en piqué. Ses ailes fendent l'air sans un bruit et en un instant, ses serres s'enroulent autour du corps de la proie. Contrairement aux grands félins qui cherchent à étouffer rapidement leur victime, ce prédateur ailé maintient l'animal en vie pendant les premières minutes. La proie s'agite, donne des coups de pied, tente de se libérer, tandis que le rapace la plaque au sol. La scène est remplie de cris aigus et de petits pas futiles. L'aigle ne se presse pas. Il picore, tire sur la fourrure et appuie avec ses serres. Il ne s'agit pas d'un acte de cruauté délibérée, mais de la conséquence de sa méthode de chasse. Sans croc ni morsure mortelle, sa stratégie est basée sur l'immobilisation, le contrôle et la déchirure. La proie mourra de suffocation, d'hémorragie ou de choc, mais toujours sous la domination absolue de ses griffes enfermées dans des carcans. Dans cet écosystème, chaque prédateur impose sa loi en fonction de ses capacités. Les lions et les tigres tuent en quelques secondes, les rapaces, non. Son attaque est prolongée, non par plaisir ou par caprice, mais parce que l'anatomie et les habitudes de chasse de ce prédateur l'exigent. Et pendant que la jungle suit son cours, une vie s'éteint sous le regard immuable de la canopée, et une autre se nourrit pour affronter le lendemain. Lorsqu'il repère une proie, il descend en piqué des hautes branches à plus de 80 km à l'heure et la capture avec ses griffes. Peu d'espèces peuvent se défendre contre une attaque à une telle vitesse, et la capture se termine presque toujours par l'immobilisation de la proie. Il ne recherche pas la compagnie et n'a pas besoin d'annoncer sa présence. Dans son monde, chaque proie capturée est une affaire solitaire et silencieuse. Leurs griffes sont si serrées que presque rien ne peut s'échapper lorsqu'ils attrapent leur proie. Ce formidable outil de chasse a évolué pendant plus de 60 millions d'années, depuis les premiers grands rapaces apparus après l'extinction des dinosaures incapables de voler. Leur conception anatomique leur permet non seulement de saisir, mais aussi de percer et d'écraser avec une précision mortelle, ce qui leur permet d'attraper des singes, de petites antilopes, et même d'autres oiseaux de taille considérable. Ainsi, ces prédateurs des airs maintiennent leur hégémonie sur les hauteurs, oublieux de l'agitation du sol et attentifs à tout mouvement dans les canopées. Lorsque la surveillance d'en haut est combinée à la vulnérabilité au niveau du sol, la scène est définie par une rencontre inévitable. Au niveau du sol, un écureuil commet l'erreur d'abandonner la protection du sous-bois. Dans cette ère, il doit faire face non seulement aux chasseurs terrestres, mais aussi aux prédateurs qui le guettent d'en haut. L'aigle peut distinguer sa victime à plus de 3 km de distance, observer attentivement ses moindres mouvements et attendre le bon moment pour frapper. Sans crier gare, l'aigle descend en piqué, ses ailes fendent l'air sans un bruit, et en un instant, ses serres s'enroulent autour du corps de la proie. Contrairement aux grands félins qui cherchent à étouffer rapidement leur victime, ce prédateur ailé maintient l'animal en vie pendant les premières minutes. La proie s'agite, donne des coups de pied, tente de se libérer, tandis que le rapace la plaque au sol. La scène est remplie de cris aigus et de petits pas futiles. L'aigle ne se presse pas. Il picore, tire sur la fourrure et appuie avec ses serres. Il ne s'agit pas d'un acte de cruauté délibérée,
mais de la conséquence de sa méthode de chasse. Sans croc ni morsure mortelle, sa stratégie est basée sur l'immobilisation, le contrôle et la déchirure. La proie mourra de suffocation, d'hémorragie ou de choc, mais toujours sous la domination absolue de ses griffes enfermées dans des carcans. Dans cet écosystème, chaque prédateur impose sa loi en fonction de ses capacités. Les lions et les tigres tuent en quelques secondes, les rapaces, non. Son attaque est prolongée, non par plaisir ou par caprice, mais parce que l'anatomie et les habitudes de chasse de ce prédateur l'exigent. Et pendant que la jungle suit son cours, une vie s'éteint sous le regard immuable de la canopée et une autre se nourrit pour affronter le lendemain. Chez les babouins, l'un des comportements les plus grossiers se distingue comme l'un des rituels sociaux les plus sombres. Lorsqu'un nouveau mâle accède à la tête du groupe, il supplante automatiquement l'ancien dominant et élimine souvent les petits qui ne sont pas les siens. La femelle, soumise à un stress important, perd souvent spontanément ses petits avant qu'ils ne naissent, perdant ainsi le lien avec sa progéniture. Elle ne répond pas à une brutalité consciente. Elle s'avère être un mécanisme biologique héréditaire qui permet au nouveau chef d'assurer la transmission de sa propre lignée génétique. Dans la brousse, ces scènes se déroulent sans interruption, au milieu de cris et de poursuites rapides qui déclenchent de brèves bousculades au sein du troupeau. Les babouins s'affrontent intensément, se bousculant pour chaque centimètre carré de terrain et de position sociale, dans un jeu constant de pouvoir et de survie. Néanmoins, sa plus grande adaptation évolutive a été la solidarité défensive. Lorsqu'un prédateur terrestre rôde, les babouins ne fuient pas en désordre. Ils se regroupent, lancent des pierres, des bâtons et poussent des cris stridents. Les mâles les plus âgés et les plus grands avancent, tandis que les autres protègent leurs petits. Ce comportement collectif a permis à l'espèce de résister pendant des centaines de milliers de générations dans un environnement hostile où tout ce qui bouge peut devenir une proie. Mais même ainsi, leur corps reste vulnérable. S'ils parviennent à tenir à distance les prédateurs terrestres, ils ne peuvent rien contre les mâchoires d'un monstre qui domine les eaux du Congo. Sous cette même jungle, dans le silence dense qui habite les cours d'eau, un autre chasseur attend. Sa stratégie ne repose pas sur la vitesse ou la surprise immédiate, mais sur son infinie patience. Au bord d'un ruisseau étroit, où les migrations de babouins perturbent parfois la routine de la forêt, un crocodile a appris à lire les mouvements de ses proies. Pendant des jours, il observe, mémorise, comprend les schémas que les visiteurs sans méfiance répètent sans s'en apercevoir. C'est alors que l'un d'eux, distrait, commet l'inévitable erreur, s'approcher trop près. Sans prévenir, sans un geste annonciateur, la mâchoire sort de l'eau. L'embuscade est sèche et brutale. Le babouin se débat, donne des coups de pied, tente de se dégager, mais il est trop tard. Lorsque la gueule du crocodile se referme, une sentence irrémédiable est prononcée. Contrairement aux crocodiles de la savane ou des estuaires ouverts, les crocodiles du bassin du Congo se sont adaptés pour chasser dans des eaux sombres, denses en sédiments et entourées de racines submergées. Leurs corps, couverts de tons ternes et de textures rugueuses, se fondent dans la boue et les feuilles en décomposition, devenant invisibles dans des environnements où la lumière peut à peine filtrer. Cette capacité de camouflage extrême leur permet d'approcher leur proie dans des environnements fermés, en profitant de chaque ombre et de chaque coin de végétation pour dissimuler leur silhouette jusqu'au dernier moment. En plus de ses prouesses d'embuscade, le crocodile du Congo a développé un régime alimentaire flexible et opportuniste. Dans une jungle où les grandes proies ne sont pas toujours abondantes, il se nourrit de poissons, d'oiseaux aquatiques, de petits mammifères et de charognes si nécessaire. Cette polyvalence en fait l'un des prédateurs les plus adaptables de la région, capable de survivre dans des conditions changeantes et de profiter de toutes les opportunités offertes par la forêt. Avec cette seule proie, ce reptile peut rester des semaines entières sans chasser à nouveau. Son corps est fait pour supporter l'attente et son esprit pour supporter l'ennui. Il ne lui reste plus qu'à s'enfoncer dans le courant, à se fondre dans la boue et à attendre. Dans un monde où tout semble urgent et mouvant, sa loi est l'immobilité, une patience sans limite qui, tôt ou tard, fait toujours son œuvre. Pourtant, tout dans la jungle ne lui appartient pas. Il évite les grands troupeaux d'éléphants, les buffles irritables et les rencontres nocturnes avec des léopards adultes, chasseurs aussi furtifs que lui, capables de l'attaquer si le risque le justifie.
Sa permanence dans l'eau n'est pas due à sa fragilité au soleil, mais à l'avantage de l'anonymat. Il y régule sa température et transforme chaque courant en cachette. Depuis les ombres liquides, chaque mouvement du territoire devient une opportunité ou une menace. Et il sait attendre. Mais même hors de l'eau, la domination reste précaire. Un crocodile s'approche prudemment, presque imperceptiblement, d'un groupe d'éléphants. Ses yeux sont fixés sur un veau qui a été momentanément distrait. Remarquant la menace, un éléphant adulte s'avance sans hésiter. Avec force, il ramasse de la terre avec ses pattes et la lance directement sur le reptile. Le crocodile recule en titubant, couvert de poussière, mesurant le danger. Il sait qu'un seul pas de l'éléphant peut lui être fatal. Ne prenant aucun risque, il recule lentement vers la sécurité de l'eau. Lorsque le champ d'action se déplace vers le continent, la dynamique de la chasse se transforme, bien que la tension reste inchangée. Les lions et les hyènes, qui se disputent la moindre opportunité, surveillent chacun de leurs mouvements, observant attentivement les erreurs que leurs proies commettent encore et encore. Leur patience a un rythme différent. Ils traquent et attendent, mais la distance n'est pas toujours physique. Ils calculent, mesurent les chances, évaluent si cela vaut la peine de s'exposer. Dans cette jungle, chaque tentative ratée laisse des traces et chaque geste irréfléchi a un prix. Malgré cela, les lions prennent constamment des risques. Chaque voyage réussi renforce la fierté des lions, qui affinent leur stratégie pour s'adapter aux conditions environnementales changeantes et anticiper les mouvements de leurs proies. Ils apprennent à exploiter les faiblesses, à se déplacer furtivement et à coordonner leurs efforts pour augmenter leurs chances de chasse. Mais tout ne se passe pas dans les règles de la chasse. La violence surgit sans crier gare, comme pour rappeler que sur cette terre, chaque rencontre est une dispute pour le droit de vivre. Un lion est acculé par un petit groupe de hyènes. La tension est palpable. L'une d'entre elles, sûre de sa supériorité numérique, prend trop d'avance. C'est une erreur irréparable. Sans réfléchir, le lion bondit et enfonce ses mâchoires dans la colonne vertébrale de la hyène. Celle-ci tente de se dégager, mais la pression est définitive. Les hurlements percent le fourré et ses compagnons, qui insinuent se précipiter à sa défense, réalisent qu'intervenir n'apportera que des pertes supplémentaires. Au milieu de ce chaos contenu, le lion avance lentement, traînant ses pattes sur la terre meuble, tandis que sa victime remue à peine, prise de panique. La scène est austère. Le troupeau de hyènes se retire. Le sort du blessé est scellé. Son agonie peut durer des heures. Ici, dans cette ancienne jungle, les lions ne se nourrissent pas de hyènes. Ils se contentent de punir, ce qui leur vaut le respect. Ils sentent que cette méthode est dissuasive. En n'attaquant pas les autres, ils permettent au groupe de se désintégrer de lui-même. Lors de futures embuscades, chaque hyène se souviendra que son compagnon a été abandonné et hésitera avant de prendre le risque. Mais les pressions environnementales ne sont pas la seule menace qui pèse sur les lions. Au sein de la troupe, la hiérarchie qui soutient le groupe peut vaciller lorsque le leadership s'affaiblit, laissant place à des conflits et à des défis tout aussi meurtriers. Un chef blessé lors d'une chasse perd son autorité, ce qui entraîne son expulsion en exil sans possibilité de retour dans l'immédiat. Pendant des mois, il apprend à chasser seul, se déplace par ses propres moyens et survit en marge de la société, se renforçant peu à peu. Ses muscles se contractent, de nouvelles cicatrices marquent sa peau. Il n'est plus le jeune homme qui a été expulsé, mais un homme fort et déterminé qui revient avec une vengeance pour reprendre sa place. L'affrontement se déroule avec prudence et stratégie. Les deux lions mesurent leurs forces, s'épient, échangent coups de pattes et coups de gueule dans un duel qui met à l'épreuve leur endurance et leur volonté. À plusieurs reprises, l'un recule pour mieux attaquer, tandis que l'autre défend chaque centimètre carré de son domaine. Finalement, après une série de coups qui témoignent de l'expérience et de la férocité de chacun, le jeune homme parvient à mettre son rival à terre. Le combat est terminé et l'ancien leader est à terre. Le troupeau se tient à l'écart, sans intervenir, pendant que le nouveau chef impose son autorité. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif à leur retour, les femelles acceptent automatiquement le nouveau chef, car ce qui compte vraiment, c'est qu'ils prennent soin du harem et qu'ils protègent la progéniture, assurant ainsi la continuité de la génération suivante. Cependant, cette harmonie apparente peut s'effondrer lorsque la chose la plus sacrée au sein du troupeau est violée, la protection de la progéniture. La violence au sein du troupeau respecte des limites claires.
Lorsqu'un mâle ose maltraiter les petits, la lionne réagit immédiatement. Peu de scènes égalent la fureur d'une mère défendant sa progéniture. Dans ces moments-là, le troupeau se retire, respectant le lien le plus indéfectible du territoire, l'instinct maternel. La protection des jeunes est une limite inviolable pour les femelles du groupe. Aucune hiérarchie ne peut contenir cette colère, et même le chef le plus dominant n'ose pas s'en mêler. Cette explosion n'est pas un avertissement, c'est une sentence rapide et viscérale. La lionne s'élance, donne des coups de patte qui déchirent l'air et mord sans conséquence. Le mâle, surpris par la brutalité de la réaction, ne se bat pas. Il recule, conscient que l'agression n'est pas négociable. Le troupeau, dans un silence tendu, observe la scène. Dans la jungle, ni la force ni le rang n'excusent les abus. Et à cet instant, tout se redéfinit autour d'une simple certitude. Les jeunes sont intouchables. Le lion du Congo n'est pas comme ceux des autres pays. Ici, la rudesse de l'environnement a forgé des animaux différents. Ils sont plus féroces, plus résistants et leurs instincts ont été affinés par des générations d'affrontements constants. Ils n'hésitent pas, ils ne faiblissent pas. Chaque opportunité est une ressource vitale qu'ils saisissent sans ménagement. La différence ne réside pas seulement dans leur comportement, mais aussi dans leur corpulence, plus musclée, avec des crânes plus robustes et une attitude qui ne tolère pas la faiblesse. Mais il y a un trait qui révèle cette domination cachée. La crinière de ces mâles, plus foncée et plus serrée que dans n'importe quelle autre région, est un signe évident de leur taux élevé de testostérone. Plus l'individu est fermé, dense et lugubre, plus il est mortel. C'est un avertissement, un langage non verbal qu'aucun rival n'ignore. Cette épaisse crinière fonctionne comme une armure naturelle et, en même temps, comme une menace silencieuse. Ce qui, pour un humain, pourrait être un symbole de beauté, est ici la marque d'un tueur efficace. Dans les disputes, la crinière sombre résiste mieux aux coups de griffes, protège la gorge et dissuade les hommes plus jeunes de défier celui qui la porte. Et au Congo, c'est ce qui fait la différence entre vivre, mourir ou régner. Ce paysage change au rythme des saisons. Lorsque les pluies arrivent, le paysage se transforme et avec lui, la vie des lions. Ces animaux, habitués à la rudesse, adaptent leurs habitudes et leurs mouvements à la pulsation de l'eau. L'humidité renouvelle le terrain, ouvre des voies et modifie la disponibilité des proies, mettant à l'épreuve leur instinct et leur capacité d'adaptation. Mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier. D'autres animaux, des herbivores aux petits prédateurs, trouvent dans la pluie une occasion de se nourrir, de se reproduire ou simplement de survivre dans un environnement qui, bien que changeant, continue d'imposer ses règles. La jungle, pour un instant, semble offrir un répit à ses habitants les plus rusés et les plus résistants. Là où l'obscurité laisse à peine passer la lumière, le véritable roi ne se mesure pas à la taille ou à la force brute, mais à la hiérarchie, à l'organisation et à l'esprit collectif qui règne avec précision. Les fourmis soldats apparaissent comme l'exemple parfait de cette complexité silencieuse. Sans faste, sans fanfare, ces petites guerrières font preuve d'une discipline de fer. Chaque mouvement, chaque ordre, fait partie d'un système où la survie dépend davantage du travail en commun que de l'individu. Leur royaume est soutenu par la structure sociale qu'ils gouvernent, un équilibre délicat mais décisif, plus décisif que les frontières du territoire lui-même. On peut les voir ravager des zones de terrain, soulever des feuilles et des brindilles, grimper avec précision sur des troncs rugueux, s'attaquer à des insectes beaucoup plus gros qu'eux, ou encore forcer de petits reptiles à fuir devant leur avancée implacable. Dans cette structure complexe, la hiérarchie est claire et essentielle. Les fourmis soldats jouent le rôle de gardiennes et de défenseuses du territoire. Elles sont chargées de protéger la colonie et d'éliminer les menaces extérieures qui s'approchent. À leur tour, les ouvrières s'occupent des tâches indispensables au fonctionnement du nid. Elles collectent la nourriture, entretiennent les tunnels et les chambres et s'occupent de la couvée avec une organisation précise. Au centre de tout cela, la reine est le cœur battant de la colonie. Son unique fonction est de pondre des œufs, des milliers chaque jour, assurant ainsi la continuité et l'expansion du groupe. Pendant la journée, la colonie suit une routine précise. Les ouvrières partent en expédition pour récolter de la nourriture, tandis que les soldats patrouillent les périmètres, prêts à réagir à toute intrusion. Une tarentule s'approche prudemment, évaluant le périmètre de la colonie.
Chaque mouvement est mesuré, à la recherche d'un point vulnérable à attaquer. Les fourmis soldats détectent instantanément la présence. Sans hésiter, elles se mettent en formation, bloquant les voies de sortie possibles et assurant un encerclement solide. Le prédateur lance une attaque rapide avec ses pattes avant, essayant d'écraser l'un des défenseurs. Mais les fourmis réagissent avec agilité, esquivant et reculant, évitant le coup. Avec coordination, les soldats se lancent en groupe à l'assaut des endroits les plus exposés, s'accrochant fermement à l'abdomen et aux pattes de la tarentule. Avec patience et précision, ils commencent à déchirer l'armure de la tarentule et à l'affaiblir. Peu à peu, la tarentule perd sa mobilité jusqu'à ce qu'elle soit complètement immobilisée. Les fourmis le consomment ensuite en le démontant méticuleusement. Derrière cette efficacité mortelle se cache une histoire qui remonte à des millions d'années d'évolution. Ces fourmis ont perfectionné un style de communication basé sur des signaux chimiques, des phéromones qui guident chaque action collective, synchronisant les mouvements et les décisions sans chef visible autre que leur reine. Mais tout n'est pas harmonieux. Dans les forêts, des guerres incessantes opposent les différentes espèces de fourmis. Ces batailles, loin d'être capricieuses, résultent de l'inévitable lutte pour la terre et les ressources essentielles à la survie. La lutte est incessante, avec des attaques coordonnées visant à déplacer les colonies rivales et à assurer ainsi la domination de l'écosystème immédiat. C'est un conflit qui ne peut être évité, une pulsation constante entre des forces minuscules mais impitoyables. Les fourmis peuvent reconnaître la différence entre les espèces grâce à des phéromones spécifiques, des signaux chimiques qui agissent comme un code olfactif complexe. Ces signaux permettent d'identifier instantanément les envahisseurs et de déclencher une réponse organisée et efficace. Lorsqu'une colonie rivale s'approche, l'alarme se propage rapidement et la mobilisation est immédiate. Les engagements ne sont pas de simples affrontements occasionnels, mais des escarmouches méticuleusement coordonnées. Les fourmis soldats se déploient en rang, bloquent les routes et utilisent leur force en groupe pour harceler et épuiser l'ennemi. Pendant ce temps, les travailleurs soutiennent le nid et renforcent les défenses en mettant les couvées à l'abri ou en réparant les dégâts. Certaines espèces déploient même des tactiques plus sophistiquées, telles que des embuscades ou des attaques simultanées à partir de différents flancs, dans le but de désorienter et de fragmenter les adversaires. Cette lutte constante reflète la dureté de l'environnement. Il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une nécessité imposée par la concurrence pour un écosystème où chaque centimètre et chaque ressource comptent. La guerre des fourmis façonne l'équilibre de la forêt, déterminant qui prospère et qui doit se retirer ou disparaître. Mais même dans la jungle congolaise, le danger peut venir des endroits les plus inattendus, d'un ennemi inerte dont la patience dépasse de loin celle du crocodile. Attirés par des traînées sucrées dans l'air, les fourmis militaires marchent le long d'une piste invisible de phéromones qui semblent leur promettre de la nourriture facile. Ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'elles s'approchent d'un piège parfait, conçu non pas par des griffes ou des crocs, mais par une plante. Il s'agit d'une sarracénie pourpre, spécialiste de la chasse aux proies imprudentes. Au lieu de se disputer la lumière ou l'espace comme le reste de la végétation, cette espèce opte pour une autre méthode. Au fil des millénaires, ses prédécesseurs se sont intéressés aux petits animaux, insectes et fourmis attirés par les douces odeurs dégagées par son bord supérieur. Ces feuilles, modifiées en forme de jarre, accumulent à l'intérieur un liquide visqueux, riche en enzymes digestives. Le bord glissant fait que les insectes perdent leur prise et tombent à l'intérieur, où le liquide les emprisonne et les décompose lentement. Les fourmis sont ainsi des proies régulières, attirées par des composés chimiques qui imitent les traces de nourriture, un leurre qui déclenche leur curiosité et finit par les tuer. Pour la plante, ces nutriments supplémentaires sont vitaux dans des sols appauvris. Cependant, leur méthode n'est pas sans risque. Il arrive que de petits rongeurs, attirés par les arômes sucrés, glissent et tombent à l'intérieur. Leur corps pourrit, piégé dans le liquide digestif, et peut finir par endommager la plante, la faire mourir à l'intérieur et contaminer le bocal. Ces morts accidentelles modifient même le micro-environnement immédiat. La puanteur attire les charognards, les coléoptères nécrophages ou les mouches, modifiant l'activité des insectes et des petits prédateurs dans la zone.
Ainsi, dans la jungle, même le piège le plus tranquille peut devenir une source inattendue de chaos. Mais sur le sol de la jungle, où tout semble endormi sous l'épaisse humidité de la nuit, d'autres chasseurs émergent. Ici, le danger ne vient pas toujours d'en haut ou ne s'annonce pas bruyamment. Parfois, il se faufile entre les feuilles pourries et les racines exposées, tapis dans les crevasses comme une ombre sans nom. Silencieux, robuste et maître absolu des ténèbres, le scorpion empereur se faufile lentement. Sous l'œil attentif de millions d'années d'évolution, cet arachnide a perfectionné une méthode impitoyable, patience, furtivité et embuscade mortelle. Contrairement à d'autres scorpions plus petits, sa taille est impressionnante. Il peut dépasser 20 cm de long, avec des pinces si puissantes que, dans de nombreux cas, il préfère les utiliser plutôt que son venin. L'originalité du scorpion empereur ne se limite pas à sa force. Sous la lumière ultraviolette, une capacité naturelle de nombreux scorpions, son corps se transforme en teinte bleutée et verdâtre, révélant une silhouette spectrale qui reste normalement cachée aux yeux des proies et des prédateurs. Cette lueur, produite par des substances contenues dans sa cuticule, fonctionne comme une sorte de camouflage dans la pénombre de la jungle, où la lumière pénètre à peine. En se reflétant faiblement, le scorpion brouille les menaces potentielles et évite d'être détecté. Son venin très puissant est capable de neutraliser très rapidement les lézards et les petits rongeurs. Bien qu'elle ne constitue pas un danger mortel pour les animaux plus grands, cette toxine est une arme efficace pour assurer la capture et la défense contre les petites proies et les prédateurs. Par une nuit humide, alors que la jungle reste plongée dans l'ombre, un petit rongeur avance prudemment à la recherche de nourriture. La routine de la nuit semble sûre jusqu'à ce que, presque imperceptiblement, une silhouette se glisse à proximité. Le scorpion empereur se tient immobile, patient, ses pinces prêtes à frapper. Le rongeur, confiant, renifle et gratte la litière de feuilles sans détecter la menace. Le scorpion commence à avancer lentement, à pas compter, le silence étant son meilleur allié. Lorsqu'il s'approche suffisamment, il lève sa queue dans un arc menaçant, prêt à attaquer. Mais la proie n'abandonne pas facilement. Elle détecte un léger mouvement et tente de s'échapper. L'affrontement devient un jeu de précision et de réflexe. Le scorpion utilise son venin pour immobiliser peu à peu le rongeur, non pas d'une seule piqûre, mais de petites piqûres répétées, en attendant que la neurotoxine fasse effet. Pendant ce temps, sa proie tente de résister avec force et agilité, mais la paralysie commence à s'emparer de ses muscles. Après plusieurs minutes, la victime reste immobile et le scorpion, avec un mélange de patience et d'efficacité, clôt la rencontre avec ses puissantes pinces. La nuit suit son cours et, une fois sa proie chassée, le scorpion retourne dans son abri où, pendant la journée, il reste caché sous des rochers, des troncs d'arbres tombés ou dans des crevasses du sol humide, évitant ainsi la lumière directe et conservant de l'énergie. Au-delà de la chasse, le cycle de vie du scorpion empereur se poursuit dans l'ombre avec ses propres codes. Lorsque l'occasion se présente, le mâle détecte la présence d'une femelle à proximité. Il s'approche prudemment, mesurant chacun de ses mouvements, sachant qu'une erreur pourrait le transformer en proie. Pendant quelques instants, les deux hommes s'observent, se jaugent en silence jusqu'à ce que la tension retombe et que la danse nuptiale commence. Le mâle prend alors l'initiative, saisit délicatement la femelle avec ses griffes et la guide fermement pour qu'elle dépose ses spermatophores. Cette interaction, qui peut durer de longues heures, nécessite des mouvements mesurés et précis pour éviter une attaque inattendue. Après cette rencontre, la femelle se réfugie dans un endroit sûr pour couver les œufs et les garder jusqu'à ce que les jeunes éclosent et soient capables de se débrouiller seuls. Dans ce milieu où la pérennité dépend à la fois de la reproduction et de la capacité à défendre son espace, cet arachnide fait preuve d'une détermination farouche. Il est capable de faire face à toute menace qui envahit son territoire, quelle que soit la différence de taille. Dans le monde de la jungle, où reculer peut signifier la faim, le scorpion empereur n'envisage pas la fuite comme une alternative. Chaque rencontre est une question de survie immédiate et son instinct le pousse à résister, même lorsque l'adversaire semble insurmontable. Ce soir, cependant, le destin le met face à un autre adversaire. Dans le fourré, une silhouette fine et furtive descend des branches. Ses mouvements sont ceux d'un chasseur expérimenté, adapté aux ombres et aux clairs de lune qui filtrent à travers les feuilles. C'est la jeunette.
Avec son corps allongé, son pelage tacheté et ses réflexes précis, ce prédateur glisse silencieusement à la recherche de petites proies, mais sans dédaigner l'occasion d'abattre de dangereux ennemis. Le scorpion perçoit les vibrations du sol. Les capteurs de ses pattes détectent la présence de quelque chose de plus grand et au lieu de reculer, il lève ses pinces et arque sa queue venimeuse. La jeunette, consciente du risque, mesure ses pas. Une confrontation directe pourrait lui coûter cher, mais la faim et l'opportunité l'emportent sur la prudence. Commence alors un duel qui, dans ce scénario, n'est pas marqué par la force, mais par la rapidité et la ruse. Le scorpion lance une attaque rapide avec ses pinces, essayant de saisir une des pattes de son adversaire, mais la jeunette l'esquive facilement, reculant à peine et tournant autour de l'arachnide en petits cercles. Elle sait qu'elle doit le fatiguer, l'amener à gaspiller ses attaques avant de s'approcher. La jeunette utilise ses pattes avant pour toucher le sable, générant de petites vibrations qui déconcertent momentanément le scorpion, le faisant se tourner lentement vers chaque nouveau stimulus. Lorsque la jeunette trouve enfin une ouverture, elle bondit, saisissant le corps du scorpion par le côté, évitant ainsi les pinces et la queue venimeuse. Le scorpion tente d'enrouler son corps pour le piquer, mais la dextérité du félin l'emporte sur sa portée. Une morsure précise à l'arrière de la tête de l'arachnide met fin à l'affrontement. La jeunette soulève le corps mou et l'emporte dans l'ombre. Maître absolu de la nuit, ce petit carnivore déploie une stratégie basée sur la patience et la lecture de son environnement. Contrairement à d'autres prédateurs de sa taille, la jeunette préfère éviter la confrontation directe et épuiser sa proie avant d'attaquer. Il chasse toujours sous le couvert de l'obscurité, profitant de son extraordinaire vision nocturne. Ses grands yeux arrondis captent le peu de lumière filtrant à travers le feuillage, ce qui lui permet de détecter ses proies et ses prédateurs à une distance considérable. Son corps est agile et flexible, capable de grimper aux arbres avec la même aisance qu'il glisse sur le sol. Sa longue queue annelée lui sert non seulement de contrepoids lorsqu'il saute, mais aussi d'outil d'équilibre lorsqu'il se déplace entre des branches étroites. Cette caractéristique, ainsi que les motifs de son pelage tacheté, lui permettent de se fondre dans le paysage brisé d'ombre et de lumière de la jungle. Contrairement à d'autres carnivores, la jeunette n'établit généralement pas de territoire fixe. Elle se déplace sur de vastes zones qu'elle parcourt chaque nuit à la recherche de nourriture. Son régime alimentaire est très varié. Insectes, petits rongeurs, reptiles et oiseaux qu'il parvient à attraper par des sauts rapides et précis. Pendant la journée, il reste caché dans des troncs creux, des cavités d'arbres ou des fourrés de végétation enchevêtrés, ne sortant qu'au coucher du soleil. La jeunette ne chasse pas par force brute, mais par opportunité. Elle observe, mesure et agit lorsque le risque est minimal et la réussite probable. Cette combinaison de furtivité, de rapidité et de lecture de l'environnement en fait l'un des chasseurs les plus efficaces du Congo. Alors que dans les fourrés, les dernières proies nocturnes tentent d'échapper à leurs prédateurs, le temps s'écoule sans discontinuer. La jungle n'accorde aucun répit et le cycle se renouvelle avec d'autres formes de domination. Alors que l'obscurité commence à reculer, de nouveaux protagonistes revendiquent leur place. Des créatures qui n'ont pas besoin de crocs acérés ou de poisons cachés pour imposer leur présence. Au plus profond des forêts tropicales, là où l'humidité reste accrochée aux feuilles et où les chemins ne s'ouvrent qu'à ceux qui osent, il y a des présences qui n'ont pas besoin de chasser pour dominer. Le gorille de montagne est l'un d'entre eux. Sa taille défie la logique de son régime alimentaire, un corps colossal qui, chez les mâles adultes, peut dépasser 180 kg, bâti sur des feuilles, des tiges, des racines et des fruits. Il utilise rarement des insectes, mais sa force dépasse de loin celle de tout autre animal de son environnement. Ce poids n'entrave pas ses mouvements. Au contraire, il lui confère une présence imposante qui transforme chaque chemin et chaque clairière en son propre territoire. Le quotidien du troupeau est fait de déplacements lents, d'aires de repos et de clairières où les plus jeunes jouent sous l'œil attentif des femelles adultes. Mais parmi eux, un seul se distingue. Pas seulement par sa taille ou la fourrure argentée qui recouvre son dos, mais par l'autorité tacite qu'il s'impose dans chacun de ses gestes. Il est le mâle dominant, le centre de la structure sociale et le responsable du maintien de l'ordre dans le groupe.
En règle générale, il ne recourt pas à la violence. Sa seule présence suffit à contrôler les distances et les comportements. Au besoin, un coup sourd contre sa propre poitrine, une brève course ou un regard appuyé règlent tout différent. Dans des cas exceptionnels, une confrontation physique met en place des hiérarchies, et une fois imposée, cette domination est respectée sans condition. Ce mâle alpha argenté est le seul à se reproduire au sein du groupe. Les autres mâles, généralement des juvéniles ou des subordonnés, n'ont pas accès aux femelles tant que le mâle dominant reste sur ses positions. Cependant, leur rôle ne se limite pas à une soumission absolue. Ces mâles secondaires font partie intégrante du troupeau, participant à la surveillance, à la protection et à la cohésion sociale du groupe. Certains restent dans le groupe en attendant leur chance, apprenant et renforçant les liens. D'autres finissent par s'éloigner pour tenter de former leur propre groupe ou défier le mâle dominant lorsque les circonstances le permettent. Pendant ce temps, les femelles adultes forment le noyau reproducteur aux côtés du mâle alpha. Elles prennent soin de leur progéniture et l'élèvent pendant au moins 3 ans, en s'accrochant au pelage de leur mère et en apprenant à reconnaître les codes silencieux de la jungle. Pendant cette période, les mères protègent, nourrissent et guident leur progéniture en l'éloignant de tout risque, y compris des tensions internes qui peuvent survenir entre les individus. Le gorille dominant est rarement confronté à des menaces extérieures. Les grands prédateurs évitent de croiser le groupe, sachant que, même sans armes naturelles à déchirer, leur force brute suffit à briser les branches comme s'il s'agissait de simples mauvaises herbes. Il n'est que rarement contraint d'agir et lorsqu'il le fait, sa réponse est immédiate. Périodiquement, notamment lorsqu'un nouvel individu rejoint le groupe ou après la naissance d'un petit, le groupe de gorilles participe à un rituel de cohésion qui va au-delà d'une simple réunion. Cet événement, qui peut se répéter plusieurs fois par an, fonctionne comme un mécanisme de renforcement des liens sociaux et de réaffirmation des hiérarchies sans qu'une confrontation violente ne soit nécessaire. Dans une clairière ouverte, le mâle dominant se frappe la poitrine de manière retentissante, un geste qui attire l'attention des autres. Les autres observent attentivement, imitent ce mouvement à plus petite échelle ou restent silencieux, renforçant ainsi l'ordre interne du groupe. Ce rituel, loin d'être un acte isolé, joue un rôle essentiel dans le maintien de la stabilité sociale et la prévention des conflits internes. Un langage corporel qui réaffirme l'ordre et renforce la cohésion du groupe. Si, à l'intérieur de ce noyau, l'équilibre social semble solide, la réalité du Congo est différente. Dans l'immensité de la jungle, où la loi de la survie impose sa rigueur, la violence et les menaces sont constantes. À la lisière de la forêt, là où la lumière filtre par petites touches à travers la canopée, un léopard se déplace furtivement. Ce félin est l'un des rares prédateurs assez audacieux pour tenter de chasser un bébé gorille, si les circonstances le permettent. Ce n'est pas une proie garantie, mais une combinaison de faim et d'opportunités qui le pousse à prendre des risques. Cependant, s'approcher trop près d'un groupe aussi soudé implique un risque que peu sont prêts à prendre. Entre les jeux épars des petits et les déplacements des femelles adultes, le félin calcule sa progression. Il se glisse sous les feuilles, mesurant la distance qui le sépare de l'un des plus petits, qui s'est éloigné de quelques mètres. Tout dans son corps est prêt à attaquer, mais un mouvement à l'orée de la clairière l'arrête. Le dos argenté a tourné son torse. Il n'a pas besoin d'avancer. La simple présence du mâle, sa taille, son attitude tendue, modifie l'équation du chasseur. Le léopard s'arrête. Il sent que continuer signifierait s'exposer à une réponse mortelle et, de plus, épuiser son énergie dans une tentative improbable. Et dans cette jungle, l'épuisement sans récompense est synonyme de faim. Sans un bruit, il se retire dans la brousse, car les gorilles sont peut-être les seuls grands primates à ne pas avoir de prédateurs naturels réguliers. Non pas qu'ils manquent d'ennemis, mais parce qu'aucune créature de cette forêt n'est prête à assumer le prix d'une confrontation avec eux. Le dernier écho de la poitrine frappée s'estompe dans la dense canopée. Le troupeau de gorilles a disparu dans les sous-bois, laissant derrière lui le silence dense et humide de la jungle. Mais ce vide n'est pas une absence. Dans ces bois, tout ce qui semble calme n'est qu'une pause entre deux tensions. À quelques kilomètres de là où le sol ferme s'enfonce dans une boue épaisse et où l'eau stagnante donne vie à un labyrinthe de végétation, vit une créature qui n'a pas besoin de force brute pour se faire respecter. Sa seule présence,
immobile et droite parmi les roseaux et les papyrus, suffit à paralyser quiconque croise son regard. Le bec en sabot. Un oiseau à la silhouette anachronique, comme arraché à une époque ancienne, qui a perfectionné l'art de l'immobilité. Son corps grand et mince porte un plumage gris bleuté et de sa tête pend un bec disproportionné, aux arêtes dentelées et à la forme grossière d'un sabot de bois destiné à broyer la viande et les écailles. Ses yeux d'un gris pâle presque sans vie ne se contentent pas de voir, ils transpercent. Il habite les zones humides et les marais du bassin du Congo, en particulier dans les zones où les eaux calmes permettent à la végétation flottante de se développer. Là, les fourrés de papyrus et les îlots de jacinthe d'eau cachent sa silhouette. C'est un animal diurne, bien que sa chasse se concentre sur les bords de l'aube et du crépuscule, lorsque les poissons respirent près de la surface. Patient comme peu d'autres, il peut rester immobile pendant des heures, tapi dans un silence total. Son régime alimentaire est carnivore. Il se nourrit de gros poissons, d'anguilles, de serpents aquatiques, de petits crocodiles et même d'oiseaux qui ne se doutent de rien. Lorsqu'il décide d'attaquer, il le fait avec une précision foudroyante. Un seul mouvement suffit pour attraper sa proie, qu'il déchire avec son puissant bec avant de l'avaler tout entière. Contrairement à d'autres grands oiseaux africains, le bec en sabot est extrêmement territorial. Il ne tolère pas la présence de congénères et encore moins d'espèces rivales. Pendant la période de reproduction, la défense de son espace devient violente. Il produit un son sec et glacial, semblable au claquement de deux planches creuses, lorsqu'il entrechoque son bec en guise d'avertissement. Un avertissement que peu de gens ignorent. Leurs longues et fortes jambes sont l'héritage d'ancêtres qui ont marché dans les zones humides depuis le Paléogène. Elles lui permettent de se déplacer dans la boue profonde sans perdre sa stabilité. Cette particularité le rattache davantage aux oiseaux de l'Antiquité qu'à ses contemporains. Leur relation avec leurs petits est aussi rude que leur environnement. Elles pondent généralement 2 œufs, mais un seul survit. Dès les premiers jours, le poussin le plus faible est condamné à l'abandon, voire à l'agression directe de son aîné. Une stratégie cruelle mais nécessaire dans un environnement où trop de bouches mettent en danger toute la lignée. Dans la nature, rares sont ceux qui osent le défier. Seuls les grands félins peuvent devenir une menace s'ils parviennent à le surprendre hors de l'eau. Mais cela arrive rarement. Le bec en sabot règne sur son territoire avec une combinaison de furtivité, de violence soudaine et de patience inébranlable que, dans ce coin du Congo, seuls quelques rares individus peuvent égaler. L'eau redevient calme, sans plus de mouvement que le tremblement occasionnel d'une feuille balancée par le vent. Le bec en sabot reste immobile, dans le calme qui a fait de lui une forteresse, maître absolu d'un espace qu'il n'a pas besoin de défendre par le bruit ou les démonstrations, mais par la simple certitude de sa présence. Le calme revient dans les zones humides. Le bec en sabot reste immobile, maître d'un territoire qu'il n'a pas besoin de défendre avec une violence continue. Dans cette forêt, la patience est aussi meurtrière que la force. Non loin de là, parmi les sentiers cachés par les fougères et les racines enchevêtrées, un jeune léopard parcourt son terrain de chasse. La faim, combinée à la rareté saisonnière des proies, la contraint à explorer des territoires marginaux où les risques se multiplient et les règles changent. Au milieu du chemin, un petit corps robuste leur barre la route. C'est le porc-épic. Un animal qui, en apparence, semble être une proie mineure, mais que l'instinct ancestral des félins a appris à éviter. Cependant, les jeunes sont impatients et l'ignorance peut être fatale. Ces longues épines acérées se hérissent au moindre mouvement. Ce ne sont pas de simples extensions osseuses, elles sont constituées de kératine, la même substance que celle des plumes et des sabots, durcie et extrêmement tranchante. Certaines mesurent plus de 30 cm de long et peuvent facilement s'incruster dans la chair vivante. Elles ne tirent pas comme des projectiles, comme on le croit souvent, mais le moindre contact les fait déloger et se loger dans le corps de l'agresseur. Le léopard hésite. Il tourne autour de sa proie en cercle serré, à la recherche d'un point faible. Le porc-épic ne se détourne pas, il tourne sur lui-même, montrant toujours son dos armé. C'est un duel ancien, mesuré, dont chacun connaît les conséquences. Dans un élan d'arrogance, le félin bondit. Un coup de patte, un petit saut. Et en un instant, les épines transpercent son museau, ses pattes avant et une partie de son poitrail. La douleur est immédiate, mais l'instinct du prédateur insiste. Une deuxième tentative ne fait qu'aggraver les blessures.
Dans cette jungle, les blessures mal cicatrisées sont une condamnation. Les épines s'incrustent profondément, rendant les mouvements difficiles et ouvrant la voie à des infections qui, en quelques jours, peuvent transformer le chasseur en charogne. Le léopard recule, blessé, apprenant une leçon que d'autres portent dans leur mémoire génétique. Le porc-épic s'attarde encore quelques instants, les poils hérissés, à l'affût du moindre son. Puis il poursuit son chemin, traînant son corps lourd dans le sous-bois. C'est un animal solitaire, nocturne par habitude, qui parcourt chaque nuit les mêmes chemins à la recherche de racines, de tubercules et d'écorces. L'évolution lui a donné son armure car, dans cet environnement, même le petit doit apprendre à se défendre sans droit à l'erreur. Il survit donc, sans vitesse ni force, mais avec la certitude qu'ici, même le prédateur le plus meurtrier sait quand s'arrêter. Non loin de là où un autre jeune léopard a payé cher son ignorance face à un porc-épic, un spécimen adulte arpente les sentiers étroits qui serpentent entre les racines et les fougères. Ses flancs portent les cicatrices d'anciennes blessures et son regard reflète l'expérience qui lui a appris à mesurer chaque mouvement de son entourage. L'odeur de terre remuée et de feuilles mouillées trahit la présence d'un groupe de sangliers africains. Ce sont des animaux méfiants, au corps robuste et aux défenses acérées, habitués à se défendre en groupe lorsque la menace est imminente. Le léopard observe dans la pénombre, sans bouger, la formation éparse de sangliers qui fouillent et reniflent la boue. Il sait qu'une attaque directe signifierait être découvert et qu'une seule erreur pourrait entraîner une réponse brutale. Il avance donc tranquillement, planifiant une attaque rapide et nette. Sans s'y attendre, une vieille femelle alerte le sang à l'avance. Un grognement sec et bref alerte les autres. En quelques secondes, tout le groupe se compacte instinctivement et charge en direction du danger. Les sangliers ne s'enfuient pas. Ils harcèlent, ils chargent en bloc avec des mouvements maladroits mais énergiques. Le léopard, encerclé, bondit vers les branches basses d'un arbre voisin, évitant de quelques centimètres les crocs qui déchirent l'air. De là, on dirait un prédateur acculé. Mais ce n'est pas le cas. De sa position, il calcule. L'excitation du groupe a dispersé la formation. Certains ont avancé, d'autres sont à la traîne. Sans crier gare, il descend à une vitesse précise. Il se pose sur l'un des retardataires, l'attrape par le cou et, avant que les autres ne puissent réagir, remonte en traînant sa proie. Tout se passe en quelques secondes. Les sangliers renâclent et tournent en rond, mais le prédateur n'est plus à portée de main. Au-dessus de lui, il dévore lentement sa proie, tandis qu'en bas, le groupe se disperse à nouveau dans les grognements et la boue. C'est dans ce genre de situation que l'on comprend pourquoi, même dans les périodes les plus difficiles, le léopard conserve sa place au sommet de la hiérarchie. Pas par la force pure, mais par une ruse instinctive, une capacité innée à transformer un échec apparent en un avantage mortel. Contrairement aux prédateurs furtifs ou aux créatures qui se fondent dans la nature, les rhinocéros n'ont pas besoin de se cacher. Ils habitent les zones ouvertes et les lisières des forêts du Congo, où les buissons bas et les mares de boue leur fournissent de la nourriture et un abri contre la chaleur étouffante. Avec un corps de plus de 2 tonnes et une longueur de près de 4 mètres, leur seule présence modifie le rythme de la savane. Leurs cornes, une structure compacte de kératine, est leur emblème et, en même temps, leur condamnation. Ce n'est pas un os, mais une accumulation de fibres durcies qui peut dépasser 60 cm et qui, pendant des siècles, a fait d'eux des cibles convoitées par le braconnage. Dans certaines populations du Congo, la pression a été si forte que, par sélection naturelle, des baleineaux sans cornes commencent à naître. Une réponse lente mais nécessaire à l'évolution dans un environnement où leur ivoire vaut plus que leur vie. Le sol poussiéreux vibre sous le poids de 2 mâles adultes. Le premier, plus jeune et au tempérament imprévisible, rôde depuis des jours aux abords du territoire. L'autre, plus âgé, porte les marques d'une lutte ancienne, des cicatrices blanchâtres sur les flancs et une corne légèrement éclatée mais intacte. La confrontation est inévitable. Il n'y a pas d'embuscade ni d'avertissement subtil. Tous deux avancent tête baissée et poussent des grognements graves qui secouent l'air. La stratégie est simple, brutale et ancienne. Éperonner de tout son poids, frapper avec la corne à la base du cou ou sur le côté, assommer et soumettre. Le premier contact est sec, une collision qui soulève la terre et détache des fragments d'écorce. Le jeune mâle tente d'encercler son rival, cherchant à le déborder, mais le vétéran anticipe le mouvement.
Il pivote sur ses pattes arrière, bloque l'avancée et charge à nouveau. La corne frappe l'épaule de son adversaire, provoquant une déchirure visible. Le jeune homme recule de quelques mètres, mais ne cède pas. Dans ces affrontements, l'usure compte autant que la force. Pendant des minutes, la charge, les bousculades et le frottement de la corne contre la peau se poursuivent. L'air est chargé de sueur, de poussière et d'adrénaline. Enfin, le plus jeune, blessé et épuisé, se retire dans le sous-bois. Il n'y a pas de poursuite. Le vainqueur reste immobile, reniflant, maître momentané d'un espace que seule la violence pouvait définir. Dans les réserves naturelles, la lutte pour la survie se joue à un autre niveau. Pour les protéger, on leur enlève préventivement les cornes, ce qui les prive de leurs armes, mais leur donne une chance face aux chasseurs. Néanmoins, la perte de ces structures modifie la dynamique des affrontements et de l'écosystème lui-même. Les rhinocéros sont des vestiges d'une Afrique lointaine, des créatures façonnées par des millénaires de chaos et de sélection. Survivant à des périodes de sécheresse, d'empiètement humain et de pressions incessantes, leur existence est inextricablement liée au pouls de cette terre humide et mouvante, où chaque bataille violente rappelle l'équilibre fragile qui soutient la vie dans cette région du cœur de l'Afrique. Ce vaste territoire est soumis à un climat chaud et humide qui offre rarement un répit. L'humidité persistante et dense imprègne la végétation, les troncs et le sol, façonnant un environnement où la vie s'adapte et résiste. Les pluies, réparties selon de longs cycles saisonniers, maintiennent cette jungle en vie, fonctionnant comme un écosystème fermé dans lequel chaque créature se dispute l'espace, la nourriture et l'eau. Cet environnement dense et permanent permet à certaines des espèces les plus spécialisées d'Afrique centrale de survivre. L'excès d'humidité favorise la croissance accélérée des plantes, des mousses et des champignons, tandis que les clairières sont rares et disputées par les grands animaux. La forêt fonctionne comme un écosystème fermé, où la disponibilité de nourriture, d'ombre et d'eau établit des hiérarchies et des schémas de déplacement. À des altitudes plus élevées, le schéma se maintient. Il n'y a pas d'extrême thermique ou de changements radicaux qui brisent le rythme. Tout répond à l'abondance de l'humidité et à la régularité des précipitations. Cet équilibre constant entretient la vie à tous les niveaux. L'équilibre même qui façonne cet écosystème est aussi la cause de ces tensions. Ce qui survit ici a dû s'adapter à un environnement qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Des insectes nécrophages qui nettoient les restes aux grands primates qui font le ménage par leur présence, chaque espèce occupe une place précise. Des gorilles ont été vus en train de regagner leurs aires de repos, des becs en sabot gardant leur nid sur le rivage, des scorpions empereurs patrouillant dans les crevasses du sol et des genettes se déplaçant silencieusement avant de bondir. Chacun répond à un cycle qui n'est pas interrompu. Le Congo soutient et exige. Il n'admet aucune faiblesse. La jungle ne juge ni ne pardonne. Elle ne fait que fixer les règles.